Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Le palabre du jour, les footballeurs africains sont-ils la nouvelle richesse du foot mondial? Pourquoi cette question, me direz-vous? Écoutez, c'est très simple. Nigeria, 361 joueurs expatriés, Ghana, 286, Sénégal, 203, Côte d'Ivoire, 202, Cameroun, 170, Mali, 68 et plein d'autres. Et où? Pas en Espagne, en Angleterre ou dans des championnats majeurs, non. Au Kurdistan, au Népal, au Vietnam, en Nouvelle-Zélande. Ils sont partout à faire les beaux jours des championnats que l'on dit exotiques. Pourquoi? Pas assez fort pour les championnats européens? Pas sûr. Mieux considérés loin de chez eux? Certainement. Alors, aveu d'échec ou preuve de courage, on va tout vous dire juste après ça. Pour parler de footballeurs africains, écoutez, il me fallait des invités de qualité. Je vais vous présenter un invité que j'ai jamais eu l'occasion et le plaisir d'avoir sur le plateau, la mobilette du 9-3, Alioune Touré. Bonjour Alioune. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bienvenue sur Sport Palabre. Naïm, on a l'habitude. Ouais, mobilette de Picardie. Voilà. Naïm Moniol d'Eurosport, Lassana Camara, pareil, mon vieux camarade. Mobilette du monde. La mobilette de Morabitoun. Et vous l'avez reconnu, fabuleuse Fabrice Pancrate. Bonjour à tous. Pas mobilette, Moi T-Max. Ouais, t'es bon. T-Max. Messieurs, je l'ai dit en préambule, je vais commencer avec vous, Alioune. On a vu, il y a des joueurs africains partout dans tous les championnats. Selon vous, quelle est la première motivation? Le projet sportif, entre guillemets, ou est-ce que c'est qu'une question économique? Pour moi, c'est le projet sportif. Parce qu'ils rêvent tous de jouer. Celui qui va jouer au Népal, c'est un projet sportif? Non. Au Népal, c'est un projet financier. Mais sinon, les joueurs africains ont tous un rêve, c'est de venir jouer en Europe. Mais devraient avoir déjà l'ambition de s'imposer dans leur pays respectif. Là où il n'y a pas de championnat structuré. C'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même des championnats et le joueur de compétition, il faut qu'il compétisse tous les week-ends, il faut qu'il soit compétitif avec des statistiques, etc. Et là, aujourd'hui, on saute toutes les étapes. On saute toutes les étapes dans cette préparation, c'est-à-dire qu'on leur vend un peu du rêve. Alors qu'un joueur africain, déjà, c'est quoi être un footballeur professionnel? C'est pas que s'entraîner tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la réflexion, à savoir qu'aujourd'hui, le football, il a évolué. Et aujourd'hui, il y a le travail de l'ombre, il y a l'hygiène de vie, il y a l'alimentation, il y a pas mal de choses il y a un décalage complet avec ce qui se passe en Europe, avec même Fabrice peut témoigner, on a été formé en Europe, et dès l'âge de 15 ans, on est déjà dans le haut niveau. C'est-à-dire, dès l'âge de 15 ans, on est préparé dans le haut niveau. J'entends ce que je dis, je vais demander à Fabrice, parce qu'effectivement, vous parlez, il faut s'imposer dans son pays. Mais quand on a 14-15 ans, qu'on joue dans un pays africain, qu'on est passionné, on est passionné de foot pour pouvoir jouer. Est-ce qu'on pense déjà à l'Europe ou les grands clubs, ou c'est la famille, l'entourage qui met une telle pression? Même là, aujourd'hui, il y a des structures comme Jambar, comme Génération Foot, je parle du Sénégal parce que c'est le pays proche, mais comme Jambar, comme Génération Foot, comme Dakar Sacré-Cœur qui commence à se structurer, il y avait Jean-Marc Guillot qui avait commencé à mettre des choses en place, mais à un moment donné, ça ne peut pas être que privé. Ça ne peut pas être que privé. Il faut qu'aussi, au niveau de l'État, mettre en place des choses. Je vais vous redonner la parole. Ça ne peut pas être que privé, mais j'allais vous dire, les États, ils ont fait quoi jusqu'à présent? Naïm? En fait, Alioune, il dit vrai, mais il a 20 ans de retard. C'est là qu'on voit son grand âge. Non, je plaisante. C'est que Alioune, il a connu l'époque où, d'abord, le football, il y avait un agent pour 10 joueurs. C'était pas l'inverse. Et il a connu aussi une époque, et Fabrice, c'est pareil, où l'Eldorado, c'était les 5 championnats mondiaux. France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre. Le foot a évolué. Aujourd'hui, quand on dit c'est un projet sportif, c'est un projet économique, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité des acteurs du foot. On a redessiné le monde. Le football a redessiné la géographie. Il y a des canaux migratoires. Il parlait évidemment de l'Académie Guillou. Parfois, c'est un agent. C'est surtout les intermédiaires. Et aujourd'hui, quand vous êtes africain et que vous partez, alors vous dites le Népal ou au Bangladesh, parce que la moitié des joueurs africains sont au Bangladesh, la moitié des joueurs étrangers sont africains. Et je ne parle même pas des binationaux, c'est les 2 tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vivre du foot. Et vivre du foot, c'est-à-dire jouer, mais vivre financièrement. Vivre soi et faire vivre sa famille, ce qui est la problématique du foot africain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a redessiné le monde, il y a des canaux migratoires partout, et aujourd'hui, on n'est plus obligé, pour être un grand footballeur, ou même pour jouer au foot à bon niveau, de venir en Ligue 1, de venir en Liga et de vivre en Bundes.
Vous pouvez aller en Asie, on va en parler, mais vous pouvez aller dans les pays scandinaves, vous pouvez aller dans les pays de l'ex-Yougoslavie, vous pouvez aller dans les pays d'Europe du Sud ou dans les pays slaves, où vous avez au moins le tiers des joueurs étrangers qui sont africains. Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre de son métier footballistiquement et financièrement sans passer par le centre de l'Europe. Lassana, c'est la faute des pays, c'est la faute des infrastructures, des États, c'est un aveu d'impuissance des fédérations africaines de voir le joueur africain comme étant un produit d'exportation avant tout? Non, les fédérations africaines ne peuvent rien faire face à un monde qui évolue, face au marché. Naïm vient de dire, c'est le marché qui veut ça. Avant, les joueurs, ils avaient un cursus, c'était comme l'étudiant. Tu passes première année, tu as le lycée, le bac, après tu passes à l'université. Avant le joueur de football, il passait en CFA, en national, pour arriver en première division, deuxième division. Il y avait 5 championnats. Maintenant, le football a évolué. On peut aller jouer aux États-Unis, on peut aller jouer en Asie, on peut aller jouer en Océanie. Les joueurs africains, ils ont des potentialités pour aller loin dans toutes ces équipes-là. Comme le championnat local n'ont pas les moyens de garder ces joueurs-là, un pays comme le Togo ou un pays comme le Niger ou un pays comme le Mali, où le joueur a 100 € par mois, ces 100 €, il n'est même pas sûr de les avoir tous les mois. On lui dit, viens, tu vas aller jouer en Croatie ou en Iran. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup en Iran. Ou en Iran. On te donne 1 000 € par mois. Le choix est vite fait. Donc, c'est un choix sportif. On ne peut pas déconnecter les deux. C'est à la fois sportif et financier. Parce que ces joueurs-là, un joueur de football en Afrique, c'est une entreprise. Fabrice, c'est plus la passion de l'argent que la passion du foot, alors? Ils ont bien résumé... tout ce qu'ils ont dit a bien été résumé, mais il y a un facteur majeur qu'on n'a pas précisé. Ces joueurs-là, ils vont dans ces pays-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand je dis ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que tout rêve de gamin venant d'Afrique, bien sûr, c'est l'élite, ça représente l'Europe. Ce serait se mentir que dire qu'ils vont au Népal parce qu'il y a de l'argent que ça. Non, ils veulent venir en Europe. Seulement, et c'est là que j'en veux à la fédération africaine, à toutes les fédérations africaines, c'est que ils ont protégé nos petits frères par rapport à les abus qui étaient faits sur eux quand ils arrivent en Europe. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient laissés pour compte avec un sac à dos, sans passeport, sans rien. Les agents prenaient des commissions. Ils ont exploité au maximum. Et il y a une nouvelle loi qui est sortie, c'est-à-dire qu'un joueur africain, à partir de 18 ans, ne peut pas aller en Europe. D'accord ? Et quand il vient en Europe, il faut qu'il ait de la famille sur place, qu'il puisse assumer. C'est plutôt positif, ça. C'est positif, mais le problème dans le cursus footballistique, c'est trop tard. C'est trop tard pour qu'un joueur soit formé. Alors que c'est bien ce qu'ils ont fait dans un premier temps, mais ça pénalise le joueur africain. Parce que quand tu arrives en Europe à 18 ans, et moi j'étais confronté à ça, que certains joueurs ces dernières années, les clubs français, qu'est-ce qu'ils te disent aux Français ? Il a intérêt d'être super bon, voire meilleur de ce qu'on a déjà dans notre cru, parce qu'on ne pourra pas faire. Quand tu arrives à 18 ans, c'est trop tard pour être formé. Ils devraient arriver dès l'âge de 13, 14, 15 ans. En plus, comme c'est les espoirs de leur famille, d'accord, qui sont fondés en eux, il n'y a pas d'autre choix qu'ils arrivent très tôt pour être formés et atteindre le but ultime et la formation ultime. L'autre problème, c'est que ils vont dans ces pays-là parce qu'il y a plus de facilité de migrer. En France, en Europe, les visas... Non, mais il y a plus de facilité de migrer, Fabrice, parce qu'ils viennent parce que ce sont des joueurs. Non, mais on est confronté à ça. Ils ne peuvent pas arriver en Europe comme ça, facilement, de la manière qu'en Iran. En Iran, à Dubaï, où ce que tu veux faire venir un joueur africain, en 2 secondes. Je te fais venir. Lettre d'invitation, un visa. Je l'ai fait là cet été avec Modeste Mbami pour ne pas citer que lui et son académie à Dubaï. Pour venir en France, il fallait la lettre d'invitation. Au-delà de ça, préciser au club qu'il laissait partir que pendant sa période d'essai, aussitôt, si c'était possible, on prolongeait, si c'était négatif, il fallait qu'il reparte, parce que le club oui, mais on va vous dire que pour le coup, au moins, ils font les choses bien pour être sûr que le joueur soit pas perdu, là où peut-être au Qatar ou n'importe où, il se retrouve sur le carreau, il se retrouve. Non, pour moi, c'est se mentir à soi-même. Alors, il y a des possibilités pour que les joueurs y viennent, sauf que ça arrange certains, ça se passe comme ça. Alors j'ai posé la question à un joueur qui s'appelle Frédéric Bulot, qui a joué à Reims et qui maintenant joue au Japon. Je l'ai interviewé il y a quelques jours. Je lui ai demandé quelle était sa motivation pour s'expatrier comme ça et se retrouver à plus de 9000 km de son pays. Et comment on fait pour jouer au Japon du jour au lendemain? On l'écoute. Je pense que pour la majorité des joueurs, que ce soit africains, européens ou peu importe, c'est plutôt à un moment donné où les contrats sont peut-être moins importants en Europe parce qu'on fait bien attention à l'âge, où on commence à être sur la fin et se dire que bon, on peut prendre
on peut apporter quelque chose en Asie et gagner aussi bien sa vie, où des contrats en Europe sont moins importants aussi à un certain âge. Moi, pour ma part, ça a été des clubs asiatiques qui m'ont sollicité. J'ai plutôt tenté moi l'aventure en Asie pour 30 secondes. pour changer d'air, pour changer d'esprit et pour me reconstruire. Forcément, c'est un sacrifice de partir loin comme ça, mais c'était vraiment le but de retrouver du plaisir et quelque chose de nouveau ou repartir sur des basses scènes, en fait, tout simplement. Je suis le premier Gabonais à être au Japon, donc c'est aussi quelque chose de nouveau pour eux. J'ai toujours représenté mon pays de la meilleure façon possible et je regrette pas mon choix parce que je me sens très très bien et je vis les choses avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. C'est ce qui était important pour moi. Alors, autant vous dire que la situation de Frédéric Bulot fait beaucoup parler sur le plateau. Naïm, vous me disiez que c'était un immense joueur qui avait fait toutes les sélections. Bulot, à 19 ans, c'est un espoir du foot français. Je ne veux pas dire c'est Mbappé avant Mbappé, mais il a fait toutes les catégories d'équipe de France. À Monaco, c'est un espoir, on compte sur lui, machin. Pour des raisons de mauvais choix de carrière, il ne faut pas non plus exagérer, pour des blessures, pour un peu tout ça, sa carrière n'a fait que descendre. Il a été prêté, il était dans des clubs moyens, il n'a pas percé la concurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à son âge, il a 29-30 piges, il est au Japon, deuxième division. Alors il a retrouvé le plaisir de jouer, c'est le plus important. S'il le comme ça, très bien, mais c'est presque arrivé par un choix par défaut. C'était presque la fin, c'était presque la dernière chance. La grande différence avec les footballeurs dont on parle... Alors attendez, je veux juste terminer sur Frédéric, parce que l'interview dure 20 minutes et j'ai pas tout mis. Il est très clair, c'est que son dernier contrat avec son ancienne équipe, je crois que c'est Reims, pour ne pas la nommer, ça s'est très mal terminé suite à une blessure. Il était dégoûté de l'univers du foot et du monde du foot. Il est parti et il me dit, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite, j'ai retrouvé le plaisir de jouer tout simplement, d'être avec des coéquipiers qui sont contents que je sois là et je me régale. Parce que le foot des championnats majeurs dont la France fait partie de ces clubs-là, c'est la consommation rapide. Vous êtes un joueur, vous devez être bon tout de suite. Pas bon dans 5 minutes, bon tout de suite, là maintenant. T'es pas bon, t'as quoi? T'as une blessure, c'est la deuxième en un mois, t'as déjà été opéré, t'as quoi? Fais voir ton... Allez, dégage. Il y a un mec à ta place. On a pris un Slovaque qui coûte 2 fois moins cher qui va jouer à ta place et au centre de formation, j'ai le 19 et le 17. Là, vous dévoilez ce que nous disait tout à l'heure à Lyon en off. Non, mais c'est la vérité. C'est la consommation rapide. C'est ce que je disais, il ne faut pas vendre du rêve. On a tous été confrontés à ça, même Fabrice en tant que joueur. Bon, je rappelle que vous avez joué ensemble. Voilà, c'est la fâche cachée, entre guillemets. Mais là, ce qu'on voit tout le week-end, la performance, mais dans la semaine, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y en a qui se battent pour jouer. Quand je dis c'est la guerre, c'est une bonne guerre. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a que 11 joueurs qui vont jouer. Mais à un moment donné, le football, on n'a pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être blessé, tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes extrasportifs. Le matin, tu dois toujours être avec le sourire, etc. Mais on n'est pas des machins, on n'est pas des robots, en fait. Donc on ne peut pas nous mettre comme ça. Oui, mais parce que vous êtes payé tant, vous devez toujours être. Mais on est des humains, donc il y a des émotions, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en compte. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est des grosses sociétés, il y a des propriétaires de clubs, et à la fin, il faut le chiffre d'affaires, combien de choses on vend et tout ça, mais ça fait partie du foot business. C'est du foot business. Mais pas le football art. C'est du foot business. Entre il y a 10 ans et maintenant, ça s'est aggravé, c'est pire, vous considérez que c'est pire, ou il y avait encore, à vos époques respectives, vous avez joué 2004-2005 tous les deux PSG, donc ça fait 15 ans. Voilà, en 15 ans, la consommation, la considération des joueurs, elle a changé? Mais c'est monté crescendo. On est sur un modèle américain un peu. Comme en NFL ou en NFL, c'était NBA, où tu dois être performant constamment, avoir des stats. Et c'est vrai, ce qu'il dit à Lyon, c'est que plus tu montes de niveau, et moins tu as droit à l'erreur. Mais après, c'est une bonne guerre. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de place pour les faibles. Ouais, exactement. Soit tu es fort dans ta tête jusqu'au bout, soit tu vas jouer en Ligue 2 ou en National. C'est-à-dire que... non, mais alors là, vous venez de dire quelque chose qui est très juste. Un joueur qui est très fort dans sa tête et un peu moyen en jeu, il peut faire plus carrière qu'un mec qui est très bon en jeu et moins fort psychologiquement. Bien sûr, surtout au niveau, bien entendu. Parce que lui, il ne sera pas atteint émotionnellement. Alors celui qui est faible dans sa tête, le moindre petit détail peut faire basculer son jeu vers le négatif, justement. Il sera moins performant. Lassana, alors, il y en a qui vont dire ouais, c'est parce qu'il n'a pas percé dans son pays, c'est un aveu d'échec. Il y en a d'autres qui vont dire il a su se remettre en question, c'est une force de caractère, c'est une preuve de courage, bravo, chapeau à lui. Vous considérez que c'est quoi? On vient d'avoir l'illustration, la preuve vivante, c'est Bulot, qui est un grand joueur. Quand on parle d'accident industriel dans le football, Bulot en fait partie. À ce point-là. C'est un des meilleurs espoirs du football africain. Quand on l'a vu avec le Gabonais, en Gabonais avec la CAN, il est extraordinaire, il joue très 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 bien.
mais dans la tête, au niveau de la mentalité, il est déchiré. Donc, en footballeur, il faut avoir tout ça. Il faut avoir la conjugaison de tout ça pour progresser au niveau. Et alors, c'est un aveu d'échec pour vous ou c'est une preuve de courage d'avoir su se remettre en question? Un aveu d'échec total sur son. Ça peut être qu'un échec. T'es formé à Monaco, t'es toujours été en équipe de France. Non, mais Lassana, on peut pas taper. Il s'est retrouvé dans des situations. Alors, on prend pas Frédéric Bulot comme exemple. On fait pas de généralité. C'est un cas à part. Laurent, non, mais il réussit à rebondir. Il rebondit. Après, ce que vous dites est juste. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas toujours été blessé, Bulot. C'est pas toujours des blessures qui l'ont fait descendre d'un cran aussi. Il y a eu des vrais mauvais choix de carrière. Et là, après, il faut interroger. Tout à l'heure, Fabrice parlait des agents et tout. Il faut interroger son entourage. Par qui il a été représenté, comment il a été représenté, comment ces changements de club se sont aussi déroulés. Parce que je veux bien qu'il y ait une blessure qui arrive à 30 piges ou handicap. On a des tas de joueurs qui ont connu ça. Mais lui, dès qu'il est arrivé au niveau professionnel, ça n'a fait que descendre. Et si à 30 ans, tu es en deuxième division japonaise, même avec des blessures, même si psychologiquement tu es dégoûté du monde du foot, de ce que tu veux, c'est aussi que ta carrière, à un moment donné, elle n'a pas été bien gérée. Le championnat japonais, il est bidon? La J-League, la D1 n'est pas bidon, elle est moyenne. La deuxième division, elle est quand même très médiocre. Faut pas exagérer non plus. La deuxième division japonaise, c'est pas fou. Donc, il a aussi peut-être été mal représenté, mal entouré. Et quand on parlait tout à l'heure des canaux migratoires et des interactions qu'il y a dans le football, de la multiplicité des agents, des intermédiaires qui vous font arriver là, puis là, et un matin tu te réveilles, t'es au bouton. Alors, voilà. C'est aussi ça. Vous me lancez une perche, Fabrice et Lassana, on en parlait tout à l'heure. Il y a un certain que je ne connais pas, Baki Kamara, s'il nous regarde, on le salue, qui joue au Bhoutan. Comment Baki Kamara se retrouve au Bhoutan? Déjà, pour savoir où est le Bhoutan, on sait à peu près, mais on regarde sur une carte. Comment il se retrouve au Bhoutan? C'est même pas. Mais tu me parles d'un joueur que je connais pas déjà, et avec tout le respect que j'ai pour lui, s'il est au Bhoutan, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. Non mais il n'avait rien d'autre. La réalité, c'est loin, Fabrice. Il y a d'autres choses quand même. À un moment donné, moi, j'ai fait ma carrière. Tu as fait longtemps au Bhoutan? Non, mais on m'a proposé des clubs. Kazakhstan, Sultan-Madoman, machin. C'est toi qui dis oui ou qui dis non. Fabrice, en fin de carrière, vous aviez... Oui, peut-être, oui. C'est sûr, je ne serais pas allé au Bhoutan à 25 ans, jamais de la vie, c'est pas dans mon projet. Mais si lui, il y est, on va pas se mentir, c'est qu'il avait rien. Et pourquoi il avait rien? Va savoir qui le représentait. Va savoir un truc, il gagne combien au Bhoutan? Il vit comment au Bhoutan? Je sais même pas si sans te dire, non mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est que tu te dis à un moment donné, c'est que son niveau lui permettait pas de jouer ailleurs, dans un meilleur championnat, dans un meilleur club. Il était où même déjà, pour mettre les choses dans Non, mais je peux le comprendre, mais à la rigueur, si le mec au Bhoutan, à 26-27 ans, financièrement, il vit, il fait vivre sa famille. Je connais pas, ça se trouve, il est international dans son pays. Pourquoi le mec il va s'ennuyer, pour rester poli, aller dans un championnat plus huppé, dans des clubs plus concurrentiels, s'il a tout ce qu'il veut au Bhoutan? Bien sûr, mais attends, là ça c'est un autre problème. Parce que comme tu dis, Naïm, si au Bhoutan, je prends un exemple, c'est des faux chiffres, on lui a proposé 50 000 euros par mois net, et qu'en France ou ailleurs on lui proposait 10 000 bruts ou 20 000 bruts, qu'est-ce que je te dis? Mais 8 fois sur 10, on va en parler tout à l'heure en deuxième partie d'émission, mais tu parles de l'Asie. L'Asie aujourd'hui, avec tous ses défauts, avec son niveau de jeu qu'on peut critiquer, aujourd'hui c'est un palliatif extraordinaire dans le football. C'est que ça te permet de vivre, de faire vivre les tiens, d'avoir un niveau, d'être international, sans avoir tous les inconvénients du foot européen. M. Sakni qui joue aux Émirats, qui prend 200 000 par mois, qui refuse Lille à 50 000. Évidemment que Lille c'est un meilleur niveau que les Émirats, mais financièrement il est carrément gagnant. Ça l'empêche pas. Non, mais alors, Naïm, c'est quoi le choix? Parce que un mec qui joue au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, où tu veux, c'est un tremplin pour jouer en Europe. C'est pas un tremplin. C'est pas un tremplin. Ça peut être un tremplin. Pas du tout. C'est qu'en fait, à une époque, il y a 20 ans, d'ailleurs, il y a 20 ans, le Kazakhstan n'en parlait pas. Ce qui pouvait être un tremplin, par exemple, c'était la Ligue 1, c'était le championnat belge, c'était le championnat suisse. Et puis après, on allait dans les gros championnats. C'est ce qu'on appelait des espaces plateformes, avant d'arriver dans l'espace d'aboutissement. Aujourd'hui, ces pays-là, ce sont des aboutissements. Mais vous êtes africain. Vous allez jouer aux Émirats, en Arabie, dans le Golfe, n'importe où. Tout à l'heure, il parlait du Kazakhstan, enfin dans ces coins-là, dans les pays de l'ex-URSS. Financièrement, vous vivez, vous faites vivre les vôtres. Vous avez dans un championnat où vous êtes compétitif, ce qui vous permet de jouer les éliminatoires en Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, voilà. Vous jouez à la Champions League africaine. Mais vous faites votre métier, vous vivez convenablement. Pourquoi ces mecs-là, ils vont venir en Liga? Ces mecs-là, ils vont venir en Liga, ils vont aller jouer dans des pays relégables, dans des clubs relégables. Pareil en France. Donc sportivement, ils sont perdants.
financièrement ils sont perdants, juste parce que c'est l'Europe, parce que c'est le centre du monde, ça devrait être quelque chose de satisfaisant. Puis attends, il y a Voilà. un paramètre important, c'est que dans toutes les statistiques que tu as données là, c'est beaucoup de joueurs africains qui migrent vers ces pays-là. Ça veut dire tout simplement, contrairement à d'autres cultures, d'autres races, le joueur africain, il s'en bat les reins, il a peur de personne. Fabrice, Non, il a peur. Brésilien. Il a peur. En fait, On lui propose rien. Non, mais moi j'ai remarqué, et c'est une particularité positive, hein, c'est une force, c'est que le joueur africain, il a peur de nulle non, part. il s'intègre partout. Il s'intègre partout. Oui. Mais il y a des pays, il y a des gens, ils vont refuser. Oussef Allez. Belaïli, qui vient d'être champion d'Afrique avec l'Algérie. Il jouait en France, à Angers, il était paumé. Il s'est dit, je vais me mettre en question. Il est parti signer à l'Espérance de Tunis. À l'Espérance de Tunis, il a gagné 2 Ligues des champions africaines. Il est devenu international. Il a joué avec l'Algérie. Il est champion d'Afrique. Maintenant, il a un gros contrat en Asie. Maintenant, tellement qu'il y a le marché ouvert, si tu es intelligent, si tu as la force d'esprit, tu peux avoir un tremplin. Donc en fait, partout. les objectifs du foot, de la carrière d'un footballeur professionnel, avant il y en avait un, part voire si tu deux. veux être Ballon Maintenant, d'Or, c'est hein. éclaté quoi. C'est tout. Évidemment, mais Non, en même Ballon temps, d'Or, même vous si avez, Sadio Mané, t'aurais jamais eu Ballon d'Or. vous avez, en même temps, tu vois le niveau de Sadio Mané, même pas dans les 3, même pas sûr d'être dans les 3, mais Mais ça, aujourd'hui, ils en ont parlé dans Amsterdam avec mention. vous avez le football s'est développé partout. Des championnats professionnels partout, même dans des pays où on ne sait même pas où ça se trouve sur une carte. Vous avez 5 agents, 10 intermédiaires qui peuvent vous emmener n'importe où. C'est une question que je voulais vous pouvez- poser, Mnaïm. Est-ce qu'il existe un circuit particulier dédié à ça? Est-ce qu'il y a des agents Bien sûr qu'il y a des agents. spécialisés pour Évidemment. l'étranger? Mais évidemment. Exotique. Évidemment. D'ailleurs, vous me donnerez votre définition d'exotisme, parce que ça dépend mais il y où on a se des situe. canaux migratoires qui sont spécialisés en Asie, des canaux migratoires qui sont spécialisés pour les pays du Golfe, qui sont spécialisés pour les pays de l'Est, qui sont spécialisés... Prenez un mec comme Jorge Mendes ou Mino Raiola. Bah lui, il est spécialisé dans les gros clubs. Mais ça veut dire qu'il existe des mecs Ils n'ont qui pas sont... des antennes, des succursales asiatiques? Oui, ils ont des mecs qui sont certainement placés à droite à gauche, mais aujourd'hui, ils ratissent tout, parce que le talent, il est partout, il est pluriel, vous pouvez le trouver. Je veux dire, à l'époque, Hulk, Porto était le chercher en 2e division japonaise. Donc, peut-être qu'il n'est pas perdu pour Frédéric Bulot, mais vous allez me dire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, partout où vous allez, vous avez des canaux migratoires, des agents, des intermédiaires qui sont spécialisés. Il y a un pied en Afrique, pourquoi? L'Afrique, c'est le continent pourvoyeur. Avec le Brésil. Les Brésiliens sont partout. Et la France. Mais c'est le continent pourvoyeur. Puis vous avez des continents qui sont acquéreurs. L'Asie, parce que d'abord il y a moins de monde, et puis le talent, En il est Asie, moins. il y a moins de monde. En termes de footballeurs, il y a quand même moins de monde en Asie qu'en Afrique. En termes de Oui, potentiel. Peut-être pas en ouais. termes de population, mais vous avez des continents qui sont acquéreurs, des continents qui sont pourvoyeurs. L'Afrique est pourvoyeur. Un agent qui est intelligent, ou qui est même très malin, voire mal intentionné, qui se dit attends, Non. là il y a je sais pas combien de gamins là qui veulent être footballeurs. Là il y a du pognon, il y a des clubs, mais il n'y a pas de joueurs. Tiens, je vais faire venir ces mecs là. Mais les gars, s'ils se prennent des commissions sur des transferts avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, ils ont un circuit préférentiel. Ils ont des contacts, ils sont intégrés dans les clubs, ils gagnent de l'argent. Évidemment Pas de contrainte de licence. Voilà, mais en plus, c'est tout bénef pour ces mecs-là. Donc évidemment qu'il y a des canaux migratoires spécialisés entre l'Afrique et l'Asie. Lassana, pour vous, c'est qui profite de qui? Est-ce que c'est un deal gagnant-gagnant? Est-ce que notre ami Camara au Bhoutan, pour lui, c'est un deal gagnant-gagnant selon vous? Ça dépend s'il a un profit, ça dépend de quel pays il est originaire À déjà. mon avis, des Africains au Bhoutan, il ne doit pas en avoir 50. S'il est originaire du Sénégal, il joue au Bhoutan, il ne sera jamais international. Donc, ça dépend de quel pays il vient. Mais s'il vient de Djibouti ou de la Mauritanie ou des petits pays en voie de développement dans l'univers du football, ça peut être un tremplin pour lui. Il joue au Bhoutan. On le sélectionne pour un match, 2 matchs officiels avec le Djibouti qui vient de gagner son premier match depuis 12 ans. Il devient international. Il joue contre le Cameroun. Ça sort sur une grande chaîne de télévision diffusée par Stade d'Afrique, par exemple. Un agent qui est à Monaco peut le voir, ça peut être un tremplin. Et puis il y a quand même un truc qu'il faut dire et qu'on n'a pas encore dit, c'est que souvent les mecs qui partent dans ces pays-là prennent la nationalité de ce pays-là. On allait y venir après. D'accord, ok, donc je suis un peu en avance. Donc c'est des binationaux. C'est-à-dire que le mec, si en plus il peut être international au Bhoutan, au Népal, en Malaisie ou je sais pas où, le type il peut se faire une carrière internationale comme ça. Il y a aussi des exemples où on voit qu'il y a des opportunités qui sont liées à des stratégies politiques, entre guillemets. Le Qatar qui est 2022, d'un seul coup, il y en a plein qui sont naturalisés qataris pour pouvoir avoir une équipe parce qu'ils veulent être présents La sur la Chine scène. récemment. En Chine, Bien sûr. mais la Chine, je la garde pour la deuxième partie parce que je rappelle quand même que Alioune a été entraîneur d'une équipe chinoise. Donc l'international, on vous le garde. On a fait Bhoutan, on garde la Chine pour la deuxième partie. Est-ce que c'est vraiment les occasions qui créent les opportunités? C'est comment
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à partir de quel moment un joueur se dit tiens, le Bhoutan, ouais. Ça dépend de l'âge déjà et à un moment donné de ta carrière. Ce que disait Tout Frédéric est Boll tout à l'heure, relatif, c'est-à-dire qu'à un bien sûr. moment où il n'y a plus de contrat. Ah oui, à 22 ans, tu réfléchis pas pareil qu'à 30 ans. Et en fonction des possibilités et des opportunités. Comme disait Naïm tout à l'heure, alors t'as des joueurs qui ont privilégié l'Europe parce qu'un cadre de vie bien stable, parce qu'un truc bien droit, tu vois, T'es sûr d'être payé. Voilà, d'être payé exactement. En Grèce ou en Turquie, c'est limite. Un pays, un Les joueurs en club. Grèce, oui. Toi, erreur de ma carrière totale. Bien payé. Ouais. Bien Rarement. payé, mais t'es payé une fois sur deux, trois fois sur Déjà, cinq. là, on est dans l'exotisme. en Ouais. Grèce. Ah oui. Bien sûr. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Chypre. Bien sûr. Et à ce moment-là, tu fais les choix qu'il faut. Le joueur qui arrive là, comme on disait tout à l'heure, qui a été au Bhoutan, s'il a 3 fois en net le salaire et qu'il est payé, bien sûr, parce qu'on a oublié de préciser ça. Hein. Ce qui a fait la différence ici ces dernières années, c'est que ces pays-là se sont structurés. Sinon, avant, tu avais beaucoup de problèmes. Hein. Et tous les dossiers qui sont à la FIFA venaient essentiellement de championnats grecs, turcs, récemment Asie, toi t'as connu avec Nico Ah et oui, Didier, oui. et FIFA. Guillaume Moirot, pour ne pas les citer, et c'était des joueurs phares qui étaient en Asie quand même, hein, dans des gros clubs. Hein. Et malgré ça, là, ils ont tourné certaines lois qui leur permettent maintenant aujourd'hui Mais comment on d'assurer... dit à un joueur je te paye pas? Comment ça on dit mais pour la Grèce, par exemple, pour la Turquie, Oui, c'est par exemple, l'intimidation. T'allais au club de Kavala ou d'Archeville, tout ça, sont allés. Tout le monde connaît ce président, c'est un mafieux. Ouais. Et il a sorti le flingue pour certaines personnes dans son tiroir, je te le dis, moi. Politique, quoi. Ouais, tu dois quitter, sinon... Sérieux? mais il n'y a pas que Il lui. n'y a pas que lui. En Grèce, il y a plein de... Ils ont tous En Roumanie, un pétard dans leur bureau, mais on rigole, mais moi, je te dis, c'est véridique. Et je m'en bats, et je m'en moque de te dire ça devant la télé. Parce que c'est la vérité. Et en Turquie, c'est pareil. En Turquie, c'est pareil. Là, ça s'est calmé un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que fait la FIFA à ces moments-là? C'est une question parmi tant d'autres qu'on va se poser en deuxième partie. À tout de suite. Sport Palab, deuxième partie. Bon, Sport Palab spécial Bhoutan, mais on va arrêter, je vous promets, on va parler d'autre chose. Toujours accompagné d'Alioune Touré, Naïm Moniol, Lassana Camara, Fabrice Pancrate. Donc on a vu un petit peu les raisons qui pouvaient amener un joueur africain à s'expatrier, s'exporter pour aller jouer dans des championnats que l'on dit exotiques. Après, exotiques pour qui, hein. Alioune, je vous ai invité pour, au-delà du fait que vous êtes une personne que nous apprécions énormément sur Stade Afrique, vous avez eu une véritable expérience en Asie, puisque vous avez été entraîneur d'une équipe chinoise. Exactement, entraîneur en 2012, adjoint. C'est Nicolas Anelka qui était entraîneur principal. Et avec joueur, en Florent plus. Ibengue, voilà, entraîneur-joueur. Florent Ibengue, c'était l'adjoint et nous, on était voilà, assistant coach, partie du staff. Combien de temps vous avez... On est resté 7 mois. Ah oui, 7 mois quand même, donc voilà. Ah, 7 mois quand aventure. même. Oui, quand même, parce que l'objectif c'était de rester plus longtemps. C'était un Ouais. projet sur du long terme, un projet même de reconversion. Après, il y a des choix qu'on. Voilà, Nicolas en fait, il a préféré de revenir joueur. Parce que le président, en fait, lui a mis. C'est même pas un ultimatum, mais c'est à un moment donné qu'il fallait prendre une décision. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui avait été dealé au départ n'a pas été tenu après? Voilà, c'est et l'évolution même. Qu'on était resté sur les menaces voilà. physiques et... Non, c'est parce qu'en fait l'entraîneur c'était Gentil Ghana, mais Gentil Ghana c'était l'entraîneur principal. Après il est parti, donc ils ont proposé à Nicolas de prendre l'équipe. Et c'est là quand il m'a appelé, il m'a dit écoute là je vais peut-être prendre Donc l'équipe. vous êtes allé là-bas, vous aviez, la veille, vous ne pensiez pas aller en Chine? Non, j'étais là à Paris, tranquille, j'ai pas de diplôme, je pensais jamais déjà, pas même passer mes diplômes, mais devenir entraîneur. Donc c'est Alors, venu comme ça à honnêtement, l'instant. Vous y êtes allé pour le fun ou pour une carrière? Bah, déjà pour le fun, parce qu'on était amis, on a grandi ensemble. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas revenir aussi voilà, dans le feu de l'action. Pour c'est le un projet challenge. sportif. Voilà, c'est un challenge. Au-delà du projet financier, c'est un challenge. Donc, il m'a proposé d'intégrer le staff, je suis venu. Donc, voilà, au début, c'était vraiment entraîneur-joueur. On allait voir comment ça allait évoluer. Et comme ça s'est bien passé, bah, eux, ils ont anticipé. Ils ont dit, voilà, Nicolas, on veut que tu sois l'entraîneur maintenant principal. Par contre, il faut plus que tu sois joueur. Et c'est là où lui, il a mal
qu'en fait, c'est même pas mal compris, mais ils sont mal compris les deux, parce que lui, il pensait continuer à jouer tout en étant entraîneur. Est-ce que ça existe vraiment, ça, joueur-entraîneur? Mais dans ce championnat chinois, oui, c'était mais, possible, parce que le niveau, franchement, c'était le niveau national, maximum Ligue 2. Après, à part Mais les même en grandes ou les Ligue 2, on grosses voit équipes. pas de joueurs. Mais là, ça faisait partie, en fait, du projet de reconversion. C'est-à-dire que petit à petit, il voulait se retirer. Tandis que là, tu te retirais coup sur coup. C'est-à-dire que tu es entraîneur, donc ça veut dire que, entre guillemets, tu as mis une croix sur ta carrière. Et lui, il était encore fit. Il était encore là. Il avait programmé, Drogba, il n'était pas encore arrivé, mais il programmait d'arriver Drogba. Il voulait jouer avec Drogba devant, etc. Donc, ça crée des tensions. Et à partir de ce moment-là, entre guillemets, le président, un jour, on va à l'entraînement et on voit l'ancien sélectionneur d'Argentine qui prend la séance. Donc là, on se regarde, on se dit comment ça se passe. Et c'est là que ça a commencé les tensions. Parce que bon, on va pas revenir sur la carrière de Nicolas, mais c'est jamais incliné devant. Parce qu'en fait, on dit oui, il est caractériel, il est tenace et tout ça, mais il y a un contrat, donc il faut le respecter. Et il y a des façons de faire et tout ça. Donc Non, après, donc soit c'est toujours de l'injustice. Et oui, c'est pourquoi nous, on serait toujours suivi. Alors, au-delà de ça, comment ça se passe quand on est africain et qu'on arrive dans un club, pour le coup, vraiment étranger en Afrique au-delà de la curiosité sympathique au début, folklore, et tu viens d'où, tu racontes. Comment ça se passe après? Le jeu, c'est le jeu et la qualité du joueur qui fait la différence, ou après on vous demande de rentrer dans les codes? Je connais un peu l'Asie, je sais que c'est particulier en plus en Asie. Après, en Asie, c'est vraiment des codes. En fait, c'est-à-dire que même pour eux, l'Africain, il dort par terre. C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'on est des Africains de rampe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les chambres, c'était pas ça. Ah non, nous, on veut pas ça. Nous, ceci. Donc, déjà, culturellement, moi, on me prenait en photo, Fabrice. C'est-à-dire que j'étais une attraction. Jamais autant pris de photos. Toute ma vie, c'était en Chine, à Shanghai. C'est-à-dire qu'on est l'attraction, c'est pas commun, quoi. On n'est pas à Londres, c'est pas multiculturel. Et là, Nicolas, c'est différent parce que c'est personnage, c'est star de Chelsea qui vient, donc c'est complètement différent. Donc, c'est là au niveau culturel, déjà, c'était compliqué. Et après, au niveau de l'adaptation, nous, on avait un traducteur. Comment on donne des consignes? Fabrice, vous avez joué avec des entraîneurs étrangers, il y a un traducteur qui donne les consignes de l'entraîneur, c'est le bordel. Il n'y a pas l'influx, il n'y a pas l'influx nerveux. Si, après, si l'entraîneur est énervé, on sait qu'il est énervé. Quoi. Ouais, mais le temps qu'il fasse la démarche, avec nous, on avait le haut-parleur, c'était... Ouais, c'est déjà arrivé, mais effectivement... Je parle pas de Vaïd. En plus, j'y pensais. Tu m'as senti en premier, je suis pas motif. Non, mais il parlait bien français, mais bon. Non, c'est déjà arrivé, mais c'est vrai que, comme dit Alioune, un entraîneur, s'il est énervé, tu vas sortir énervé. Ouais. Même s'il parle dans sa langue, tu sais quelque chose qui va pas. Donc voilà. C'est surtout plus dans le fait de transmettre la grinta ou une certaine puissance d'avant-match pour passion, dans le discours. Quand il y a un autre mec à côté qui peut flancher, voilà. Parce que celui qui va traduire, il n'aura pas forcément la même tonalité, tu vois, que l'entraîneur principal. Mais bon, je veux dire, en général, ça va, c'est gérable, ça se passe bien. Lassana, est-ce que, pour en revenir un petit peu à ces départs nombreux, comme on l'a vu et comme je l'ai dit en début d'émission, avec ce nombre considérable de joueurs qui partent, est-ce qu'aussi c'est pas un peu un manque de considération du footballeur africain? On en a vite parlé en première partie. Quand on voit que là, sur les ballons d'or, il n'y a pas Salah, il n'y a pas Mané, on a toujours les mêmes. Il n'y a pas Koulibaly. Est-ce qu'on ne se dit pas que les joueurs, ils en ont ras-le-bol et ils se disent, au moins, je vais aller en Chine, je vais être pris en photo tous les jours par n'importe qui, j'aurai un peu de considération. De toute façon, vu comment j'ai beau faire tout ce que je veux, on n'appréciera pas jamais à ma juste valeur. J'espère que France Football, pour ne pas le nommer, va changer la donne parce que c'est que la FIFA et l'UEFA ont fait scandaleux encore. Ça s'apparente à du racisme si je peux aller loin. Ne pas prendre Sadio Mané avec la saison qu'il a fait. Ne pas prendre Mohamed Salah avec la saison qu'ils ont fait.
On a 3 Africains meilleurs buteurs de la Premier League, le plus grand championnat du monde. On ne place pas ces Africains-là, on les classe 4e, 5e, 6e, c'est du n'importe quoi. Ça, toute la presse internationale doit dénoncer ce cas de figure. Les joueurs africains... C'est qui votent. Oui, ceux qui votent doivent dénoncer ça. Mais les joueurs africains, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est partie prenante du football mondial. Qu'on le veuille ou pas, le football africain, ils seront partout dans le monde, ils vont se battre pour réussir dans ce métier-là. Non, mais en l'occurrence, là, on voit bien qu'ils se battent. Laurent, il ne peut pas faire plus, Mané. Si je peux me permettre... Non, pas là. Vas-y, Naïf. Non, mais si je peux me permettre, vous avez raison de parler du cas de Sadio Mané en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui, il fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde. Mais c'est un joueur. C'est-à-dire que Sadio Mané soit frustré ou Mohamed Salah de ne pas faire partie des 3 deuxième restes du Ballon d'Or. Même Riyad Mahrez, pour moi, il ne peut pas y être. Mais globalement, les footballeurs africains ne peuvent pas justifier des départs à 22-23 ans dans des championnats asiatiques très reculés en disant ouais, mais en Europe, j'ai pas la reconnaissance, j'ai pas fait partie de l'équipe type ou du Ballon d'Or ou de ceci ou de cela. Mané peut le dire, mais Mané, c'est un joueur, c'est pas un continent. Donc voilà, ça, il faut aussi le préciser. Après, au-delà de la reconnaissance médiatique, publicitaire et par voie de fait économique, parce qu'on sait aussi comment ça marche, que certains joueurs se disent moi, je travaille à l'entraînement, je suis performant, je suis régulier, je suis machin, et dans certains clubs ou dans certains championnats, pour des critères extra-sportifs, extra-footballistiques, je ne joue pas, ou je ne joue pas suffisamment, ou alors je joue mais pas à ma place, et que le mec qui est à ma place, je le mets dans ma poche tous les jours. Lui, peut-être au bout de 2-3 saisons, il peut être amené à aller dans un championnat plus reculé, où le niveau est moins élevé, moins intense, en disant bah, moi j'ai été dans les grands championnats, j'ai été dans des très bons clubs qui jouent la Coupe d'Europe, mais malgré mon niveau, malgré mon implication, malgré mon travail, j'avais pas le résultat. Ça peut arriver. Après, sur les récompenses très précises comme le Ballon d'Or, l'équipe UEFA, machin, tout ça, ça ne concerne qu'un ou 2 joueurs africains aujourd'hui. Alors, j'ai posé la question à notre ami Frédéric Bulot. Je lui ai demandé si il pensait que le joueur africain souffrait d'un manque de considération. On écoute sa réponse. Je pense que c'est au niveau aussi des finances, du marketing, etc., où on voit par exemple des joueurs qui sont des exemples pour nous en Afrique. On parle d'Aubameyang, on parle de Sané, on parle des joueurs qui peuvent être Ballon d'Or depuis des années et qui ne le sont pas. Même à la revente ou en Europe, ils vaudront beaucoup moins cher que des joueurs qui sont moins importants. Quel impact ça a au niveau du football européen? Quel impact ça a au niveau du football mondial? Après, c'est aussi aux joueurs d'Africains ou étrangers, latinos, peu importe, d'être solidaires aussi, de pouvoir construire dans leur propre pays quelque chose de plus stable et de tirer tout ce qu'ils ont pris à l'extérieur, des bonnes expériences et du professionnalisme pour apporter ça à leur pays. Et je pense que ça, c'est important et on aurait peut-être pu chacun apporter un petit peu plus. Et je pense que c'est aussi un devoir, si on aime notre pays, de devoir faire quelque chose. Fabrice, vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric ? Ouais, que ça vient aussi de vous, anciens joueurs, des joueurs actuels, de donner une synergie et de montrer l'exemple en disant... Je pense que tant qu'il n'y aura pas un pays africain champion du monde... Non, bah alors, c'est ça le vrai problème. C'est une autre question. Comment se fait-il... Parce que les Brésiliens, 5 fois champions du monde, ils ont la cote partout. Je suis brésilien, je suis français, 2 fois, il y a 2 étoiles. Il y a 2 étoiles, les 2 étoiles, là, tu voyages partout avec ça. Et là, Sadio Mané, oui, tout ça, mais... Il n'y a pas une nation africaine mais comment se fait-il qui peut rivaliser avec les grosses nations. Pour moi, c'est ça le vrai problème. On ne peut pas dire ça. Les Africains ont presque gagné la Coupe du Monde. Quand on voit le Nigeria qui est champion olympique, le Cameroun qui est champion olympique, des joueurs qui ont des États qui ont 5 Coupes d'Afrique des Nations, ça vaut quelque chose. Non, Alassana, ils ne sortent pas des poules en Coupe du Monde, hein, je vous le rappelle. Voilà, non. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que par rapport à l'image mondiale, on est sous-coté, voilà, parce qu'on n'a pas soulevé ce trophée-là. Mais pourquoi vous n'avez pas soulevé ce trophée? Parce que les champions... Après, ça, c'est un autre problème. Mais tant qu'on ne soulève pas ce trophée... Mais où tu souffres de ça, c'est quand la compétition est dans le prolongement de l'élection du Ballon d'Or. C'est ça. Mais les saisons où il n'y a pas de compétition officielle, soit Championnat d'Europe ou Copa América ou Coupe du Monde, et là, tu peux postuler et prétendre à gagner ce trophée-là. C'est là qu'on doit mettre le doigt et appuyer et dire que là, c'est faux. Il faut différencier 2 choses.
Alioune, si je peux me permettre, c'est l'image que tu as individuellement et l'image de ton pays. En tant qu'Africain, parce que l'Afrique n'a pas une grande équipe qui a gagné la Coupe du Monde, tu as un déficit. Je comprends. Tu as un déficit d'image parce que voilà, le Sénégal, le machin, ça gagne par rapport au Brésil, à l'Espagne. Ou Portugal. Après, il y a un autre truc, c'est le déficit d'image, le déficit marketing. C'est aujourd'hui pourquoi est-ce que tu retrouves systématiquement Messi, Ronaldo et pas Sané et Salah, parce que Messi, Ronaldo ont une aura marketing sans équivalence. Ces mecs-là vendent. Ils te font gagner de l'argent. C'est aussi pour ça qu'est-ce qu'a dit Sadio Mané il n'y a pas très longtemps? Il a dit: j'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai rêvé juste d'être un joueur de foot. Ouais. Ça aide pas forcément pour le marketing. Ah ben c'est sûr. Non mais on va pas reprocher à un joueur de dire la vérité. Il faut savoir une chose, le football il a changé depuis ces dernières années, ces 20 dernières années. Là on est vraiment dans du pur marketing, tu vas faire attention à tout ce que tu dis. Non mais il y a 15 ans, Samuel Eto'o, il était déjà dans le marketing. Oui mais pourquoi je dis ça? Parce que notre ami Georges Weah a été Ballon d'Or. Bien sûr. D'accord? Il était avec le Liberia. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas forcément logique et vrai. Il était avec la grosse équipe du Milan, sur les Berlusconi. Et là, tout le monde a prouvé son talent et il a mis tout le monde d'accord. Ce qui est possible aujourd'hui, mais on est dans une autre ère là aujourd'hui où il y a plein de paramètres à tenir en compte. Les réseaux sociaux, l'image, les gens qui votent, tout ça c'est France Football a avancé des critères pour élire le Ballon d'Or. On sait qu'ils sont faux et que le seul critère principal... T'as un critère sportif qui est gagner la Ligue des Champions. Sadio Mané l'a coché la case, pas de souci. T'as un autre critère qui est qu'est-ce que je fais vendre? Quelle image j'ai pour les sponsors, pour les médias, pour le business? Qu'est-ce que je rapporte comme argent aux diffuseurs, à l'UEFA, à la FIFA, à France Football? Là, il y a un déficit des joueurs africains. C'est aussi pour ça que Messi et Ronaldo ils sont toujours là. Parce que l'histoire de il faut gagner la Coupe du Monde, les pays machin. Pavel Nedved, il a été Ballon d'Or. Modric, il a une équipe derrière il est vice-champion du monde, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Par contre, il a gagné 3 Ligues des Champions, Modric. Et le Real Madrid. Et je pense que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un Ballon d'Or aussi contesté. Alors peut-être que la saison qu'il a fait derrière. Cannavaro, le dernier. Cannavaro, l'a eu. Michael Owen a eu le Ballon d'Or sans être un immense joueur. Parce que, comme le disait Fabrice, le football a changé et qu'aujourd'hui, cet aspect marketing, ce qui fait que Ronaldo et Messi, au-delà de leur niveau qui sont intouchables, sont aussi Ronaldo et Messi, c'est qu'à travers le monde, ce sont des marques. Sadio Mané n'est pas une marque. Mohamed Salah n'est pas une marque. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas une marque. Et ça fait toute la différence. Mais est-ce que, aussi, un des problèmes majeurs, Sana, c'est que on en revient un peu à ce qu'on disait au tout début, ce que disait Alioune au tout début par rapport à la formation de ces jeunes joueurs qui déjà doivent grandir dans leur pays et pour pouvoir imprégner déjà culturellement, populairement, les fans de leur propre pays. Est-ce que déjà, on n'a pas un problème lié au manque d'infrastructures? Quels sont les pays africains où il y a des vrais championnats, où il y a une vraie lutte entre 2, 3, 4 clubs où là, les joueurs ont envie de faire la formation et d'arriver déjà à 18 ans, comme disait Fabrice en première partie, déjà formés, on les a vus, on les a suivis, ils ont été scoutés. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que ça, déjà, au lieu de taper sur les joueurs en disant « ouais, tu manques de marketing », déjà, on a du mal à imaginer tout l'itinéraire qu'ils ont fait. C'est vous qui en parlez tout à l'heure, Sadio Mané, pour se retrouver à Liverpool. Il en a peut-être fait 10 fois plus pour être à Liverpool que d'autres. Est-ce que ça ne vient pas tout simplement de la formation, de la structure et de la solidité des championnats locaux? Ça vient de ça, là. Quand on voit... en Afrique, les championnats qui sont réglés, il n'y a que le Maghreb. Tunisie, Maroc, Algérie un peu, Égypte. Les autres, n'en parlons pas. Donc c'est c'est une politique sportive à mettre en exergue. Donc il faut qu'en Afrique, on continue à travailler les bases d'abord du football. Les autres sont venus là, c'est pas par hasard. Ça va de crescendo, la formation de base plus le côté médiatique. Quand on ne médiatise pas nos championnats africains, quand on ne médiatise pas le football africain, ça ne peut pas aller loin. Quand on voit que ces joueurs-là prennent des parcours parallèles, c'est que ce n'est pas médiatisé, tout le temps médiatisé. Je pense que l'utilité même d'une chaîne comme Stade d'Afrique peut être là parce que ça peut médiatiser le football J'allais africain. vous rendre l'appareil, je vous remercie. Lassana, on voit, nous, en vous suivant sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites pour les Morabitoun, la Mauritanie. Mais quand on regarde, moi j'ai appris à connaître cette équipe au travers de vos tweets, au travers de vos articles, même si bon, c'est compliqué à suivre parce que c'est pas la meilleure équipe d'Afrique, hein, mais ils se battent. Est-ce que c'est pas aussi, on revient pas un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aussi les joueurs, les anciens internationaux, promeuvent au maximum un petit peu leurs équipes, qui fassent le maximum. Alioune, vous parlez des académies privées qui font un petit peu avancer les choses.
Elles sont où les fédérations africaines? Quand on parlait de ça. Là, quand on parlait des académies privées, ça veut dire qu'ils ne dépendent financièrement de personne et qu'ils n'ont pas besoin. Il faut des investisseurs, il faut des mécènes, etc. Ils peuvent tourner le dos aux États, en fait. Voilà, exactement. Non, mais pour revenir après, par rapport à ça, Neymar, il est programmé déjà au niveau du marketing au Brésil déjà. Oui. Au Brésil, on lui donnait des cours d'anglais. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie de la formation du jeune footballeur. C'est ça, On en fait. voit Mbappé à 20 ans ce que ça donne. Ça fait partie de la formation. C'est pas que c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le foot business. Donc, c'est dire qu'est-ce que tu rapportes en tant qu'image et tout ça. Mais ça, c'est dans les centres de formation qu'on nous inculque ça. On nous apprend à gérer ça. La formation en Afrique, Voilà. c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Voilà. Tu sais qu'elle est brinque-ballante parce que ça dépend beaucoup aussi du régime politique, de la manière dont politiquement le football est perçu. Et puis aussi que pour une démarche de résultats rapides, express, pour pouvoir rivaliser aussi, les pays s'appuient beaucoup sur la diaspora et sur les binationaux qui sont formés ailleurs. Donc la formation locale, elle empathie à ça. Quant au rôle des ambassadeurs, il faut quand même dire quelque chose quand on parle des stars, des anciens, les Eto'o, les Drogba, dans quelques années, les Aubameyang, voilà. et tout ça. D'abord, ces mecs-là, comment ils ont quitté leur sélection? Dans quel terme? Ils sont en quel terme avec le président de la fédération? Ils sont en quel terme avec les gens qui gravitent autour de la fédération? Parce qu'il y a énormément de conflits. Les anciennes stars, pourquoi elles quittent l'équipe nationale ou pourquoi elles y vont moins, les Adebayor et compagnie? Parce qu'ils sont en conflit avec les gens qui sont à la fédération, qui se servent du foot, qui ont noyauté le football à des fins personnelles. Et qu'eux, ils n'ont pas besoin d'eux. Et ils n'ont pas leur besoin disent, d'eux. Et qu'on dit, ouais, mais cet ancien-là, il fait pas la promotion de son équipe, il veut pas devenir sélectionneur, on ne le voit jamais parler de machin. Bah ouais, mais en même temps, s'il est en conflit ou en procès avec les mecs qui sont en place, parce qu'il dénonce quelque chose et à travers lequel il en est aussi victime, il peut pas le faire. Donc il faut que les anciens parlent de leur équipe, représentent leur équipe, oui, mais il faut aussi que les fédérations, et ça c'est un travail colossal, commencent d'abord. Dieu sait si on en a Dieu parlé. sait si on en a parlé. Hein. Il faut d'abord qu'ils nettoient un petit peu ce qui va de travers pour pouvoir ensuite arriver et être représentés par des gens qui ont envie de la représenter. Moi, je comprends que les anciens ne veulent pas représenter une fédération, une équipe où ils ont été volés, où on leur a demandé de payer leur propre pansement ou leur bandage quand ils se blessaient. Billets d'avion, Bien sûr, les billets d'avion. factures, Moi, je comprends que les mecs ne le fassent pas toujours. Mais en fait, c'est les petits qui en C'est pâtissent. navrant parce que l'Afrique, concrètement, à l'image de sa propre richesse personnelle, n'a pas besoin de migrer. Si tu avais des fédérations conscientes, tu développes la formation dans chaque pays d'Afrique. Parce qu'on ne parle pas d'un pays, on parle d'un continent là. D'accord? Ce que tu fais, Ligue 1 Afrique, tu formes sur place. Les talents qui sont là-bas, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. C'est les autres qui peuvent venir même. Et même, c'est les autres qui peuvent venir. C'est-à-dire là, tu crées quelque chose d'autre, comme ce qui se passe au Brésil, par exemple, et en Amérique latine et ailleurs. Là, les talents purs qui viennent en Europe, c'est les meilleurs. Mais les meilleurs en Afrique, si tout ça s'était développé, ils n'auraient pas eu besoin de venir. Je me souviens d'un gars qui était avec le club de tout-puissant, là, machin, Mazembe, là, que Arsenal venait avec Wenger. J'ai oublié son nom. Méchac, Elia Méchac. Je sais plus son, c'est quoi. Super fort ce joueur. Super fort. Le président, il a besoin de personne. Il est Moïse Katumbi. Voilà. Ouais. Plus que riche, que riche, que riche. Il a laissé petit, 200 000 euros par mois, il est resté au TP Mazembe. Net. Il est resté, c'était la star de son équipe, son pays, il avait ses habitudes, etc. Alors qu'il pouvait aller à Arsenal. Ça revient un peu du sujet qu'on disait tout à l'heure. Arsenal, c'est un gros club. Là, il n'est pas au Bhoutan, là, je sais pas où. Hein. Oui, mais Arsenal. Fabrice, là, donc, tu parles pour te dire, d'un club structuré. Ouais, mais justement, les c'est TP là. Mazembe, par exemple, a presque les mêmes installations que le Milan. mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce qui se fait au TP Mazembe, eh ben, il faut le faire dans chaque pays Fabrice d'Afrique. vous a donné la réponse. C'est le propriétaire est un homme riche qui a Ouais, besoin c'est un de mécène, personne, quoi. qui peut Et tu crois que dans les autres pays d'Afrique, il n'y a pas il est des riches? retourné il n'y a pas très longtemps au Très longtemps au Congo, pays, ouais. alors qu'il avait été exclu, il a Du été pays. blacklisté Ouais, il y a pendant des longtemps. mécènes, il y a des mécènes. Il y a des partout. mécènes, mais est-ce qu'en fait, alors, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le mal du foot africain, c'est la politique des États, enfin, la politique des Fédération, nations. bien sûr. Bien sûr. Ils sont puissants, les mecs. Ils sont tous milliardaires dans chaque pays d'Afrique. T'as des Moi, j'avais milliardaires qui entendu peuvent Dangote, développer ça. Aligo Dangote, Dangote, ouais, qui a bien sûr. dit qu'il voulait prendre un club Arsenal, je pense, en Angleterre. Mais déjà, il faut prendre un club au Nigeria. Ouais. Même Avant pas d'aller un en club. Angleterre. Attends, même pas un club en Nigeria. Tu prends la sais fédération, tu crées carrément le championnat. Je sais pas, C'est toi j'ai le entendu ça, patron. moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais Aliou, pourquoi j'ai dit, mais Archi-milliardaire, tu développes le championnat en algérien. Afrique, c'est pas parce que tu as l'argent que tu peux investir aussi. Dans certains pays, à la fédération, si le président de la fédération n'est pas en ancienneté avec Dangote, il peut être le multimilliardaire, ils ne vont jamais le laisser. Mais non, mais c'est le problème que la Sana a avec la Mauritanie, il est Non, mais multimilliardaire. la il peut pas Sana, monter le club. je suis d'accord avec
toi. Non, mais c'est vrai, Dangote, il dit qu'il va acheter Arsenal. Le président de la fédération, il n'est pas plus puissant que Dangote. Même si c'est une question politique, Dangote, il est au-dessus. Non, d'un Mais côté, il y a- il peut être l'homme le plus riche d'Afrique. Si le président de la fédération est ami avec le président de la République, on va lui foutre. Mais Dangote, il est forcément ami avec un président de la République. Ah oui. Mais tu rigoles quand t'es multimilliardaire. Non, ça dépend. T'as des Non, gens non, politiques non, partout. allô, là. Ce que je veux dire, c'est Fabrice, s'il Fabrice. veut même dégager les gars de la fédération. Vous parlez des mecs du Qatar. Non, vous, hein. sors. Fabrice, Ah, mais bien sûr. il y a des trucs On qu'il faut, parle de Dangote, là. il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a des trucs qu'il faut comprendre. Il y a un schéma à comprendre. Si d'un côté est plus riche, il est milliardaire, s'il ne sort pas de l'argent, s'il ne fait pas beaucoup de sous de table, si les autres le font plus, Ouais, c'est le vrai. plus offrant qui gagne, Fabrice. Mais il va le faire. Naturellement, il va le faire. Il est plus riche que les autres. Mais Il est s'il plus ne le riche fait que pas, tous les autres. C'est-à-dire que ça revient au problème de ce qu'on disait. C'est-à-dire que c'est la volonté de développer. À partir du moment où tu as des mecs, d'accord, qui te mettent des bâtons dans les roues, ils veulent pas le bien de leur pays, ni de leurs comme ça. jeunes. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et si tout ça, les gens, ils aient conscience de tout ça, mais je te promets que tu n'aurais pas des bailleurs en Europe, tu n'aurais pas des Drogba ici, personne. Pourquoi ils viennent? Même si l'Europe t'attire parce que c'est des plus grands championnats, mais aussi pour l'argent. Non mais Fabrice, je comprends ce que vous avez dit, mais vous preniez l'exemple du TP Mazembe. Le Oui. problème, c'est que TP Mazembe en RDC, ils sont tout seuls. Tout seul. Oui, mais Au bout d'un moment, tu joues tout seul tout le mais temps. c'est là que je te dis, c'est là que je te dis que normalement les puissants de chaque pays ne doivent pas prendre un club. Ils doivent, comme Non, mais le après, il y a modèle conflit américain, d'intérêts, avec des franchises, conflit d'intérêts. avec des franchises. d'intérêts, Conflit d'intérêts. Fabrice. Il y a conflit d'intérêts de Laurent, Bandel. Mais je Laurent. t'ai pas dit d'être propriétaire de tous les clubs. Toi, tu es propriétaire d'une franchise pour développer ton sport chez toi. Laurent. Après, tu mets des présidents, ce que tu veux dans chaque club. Je t'ai pas dit d'être président de tous les clubs. Sinon, effectivement, C'est comme au demain Qatar, tu c'est perds. comme au Qatar, c'est comme au Qatar, en fait. En Égypte, par exemple, il y a Al-Ahly du Caire et le Jamalek du Caire. Al-Ahly Club, le club le plus titré d'Afrique. Ce club-là, ils ont les infrastructures, ils ont leur propre stade, ils ont leur propre bus, etc. Ce club-là, un joueur qui joue dans ce club-là, il ne va pas venir en deuxième division en France. Soit il vient en première division, en Champions League, etc. Un joueur qui joue à l'Espérance de Tunis, les salaires qu'ils ont, l'environnement qu'ils ont, les installations qu'ils ont, Le président qui... le président qu'ils ont, il va pas venir jouer à Reims, entre guillemets. Donc, il faut que dans chaque pays africain, il puisse avoir un ou deux clubs phares qui permettent d'avoir des joueurs tampons dans ces pays-là. Si on n'en a pas ça, au Sénégal par exemple, il y a beaucoup d'académies, il y a beaucoup d'académies. Mais le championnat sénégalais, le jour il joue samedi, vendredi, il y a 7 joueurs qui manquent à l'équipe. Parce que entre samedi et vendredi, ils ont amené les joueurs à Reims ou ils ont amené ça à Metz, etc. on essaie. Parce qu'il n'y a que des académies privées qui ont de l'argent, qui ont les moyens, mais qui produisent le jeu pour les vendre. Oui, c'est le trading, quoi. Et vous parlez du Qatar à Lyon. Ouais, c'est Qatar, c'est par exemple c'est la fédération, mais tous les clubs en fait, ils sont c'est le même propriétaire, c'est le chèque qui est C'est propriétaire. encore pareil, puis c'est petit. Ouais. Bah voilà, c'est petit. Au-delà de tout ça, est-ce que, pour revenir au thème principal de l'émission, cette exportation des joueurs africains, et puis malheureusement on va terminer sur ça parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce que l'Europe fait encore rêver? Oui, oui, parce que l'Europe fait rêver, c'est les grands clubs, c'est les grandes compétitions, c'est l'exposition, c'est quand même ce qui fait aussi que vous restez dans l'histoire de votre sport. Quand vous, Sadio Mané... Alors, je pense qu'on a œuvré pour Bakary Camara au Bhoutan quand même. C'est la Champions League. Le Bhoutan nous en remercie. Mais non, mais oui, l'Europe fait rêver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mondialisation du football, la transformation du football, permet aujourd'hui de pouvoir exister dans le foot sans passer par l'Europe. Il existe d'autres moyens, d'abord parce que les championnats périphériques en Europe se sont aussi développés, on parlait de l'ex-Yougoslavie, de la Scandinavie, et puis parce qu'il y a aujourd'hui l'Asie qui représente un palliatif, le Qatar, la Chine, l'Inde, ça vous permet, le Japon ça permet de jouer à un niveau correct, de bien gagner votre vie, d'être international. Il ne faut pas sous-estimer la place de l'Asie dans le football, parce qu'avec un passage à 48 à la Coupe du Monde à partir de 2026, c'est le seul territoire qui va pouvoir organiser des compétitions comme ça. Donc aujourd'hui, l'Europe fait rêver, les grands championnats font rêver, la Ligue des champions font rêver, parce que c'est historiquement ce qui donne envie de jouer et ce qui nous permet de faire partie de cette histoire, mais il n'y a plus que l'Europe. Il faut bien comprendre que le football aujourd'hui, ça n'est plus que l'Europe. La MLS aussi. Fabrice, la MLS, attention. On fera je vous promets qu'on en reparlera. Messieurs, écoutez, merci beaucoup, j'ai été ravi de vous avoir tous les quatre. Vous l'avez compris, le foot s'est mondialisé. Les joueurs africains sont des joueurs de qualité. Sport Palab, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. Les réseaux sociaux, vous le savez, les questions, nos amis Twitter. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.